Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyville. Le printemps touche bientôt à sa fin. Ainsi, célébrons-le une dernière fois avec ça. De la période Disney oubliée des années 40, il ne me reste plus qu'un type de film à traiter. Le film 2 en 1. Disney Toon aura repris le concept en allant un cran au-dessus. On crée de moyens métrages et on les colle ensemble d'une façon ou d'une autre pour créer un long métrage. Ce qui est déjà mieux que de faire ça avec une ribambelle de courts métrages, j'avoue. Vu qu'on va traiter de morceaux différents assez gros, chacun aura sa note à part. En avant pour Coquin de printemps. Ça démarre sur Jiminy Cricket. On me demande mon secret sur mon bonheur de vivre. Je t'ai jamais rien demandé, mec. C'est une chanson d'intro sympa, malgré son propos plutôt simpliste. Je ne connais qu'une loi sur la terre, farandole et fantaisie. Le monde peut tourner à l'envers. Ainsi, cette chanson aura inspiré cette chanson. Qui aura inspiré cette chanson Ce fleuve mène à l'intérieur d'une maison parce que transition, où il continue sa philosophie de hippie. Il y a des gens qui lisent des livres au titre long comme le bras. Moi, je préfère danser sur un fil, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, allez vous faire mettre les intellos. Oh, bonjour Cléo. Logique qu'on soit dans la maison de Gepetto. Tu verras que le monde entier s'inquiète à propos de l'avenir. Regarde. Mais pourquoi s'en faire? Ce qui doit arriver, arrivera. Super message. Il y a des problèmes? Pas grave, pas la peine d'y penser. En plus, ça n'a rien à voir avec le propos des segments à venir. On commence tout de suite par une perte d'état. Génial. Tous tes problèmes ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Alors arrête de geindre et de faire chier le monde, mes mères. Fais un sourire, même sans rien dire, et tes soucis... Punaise, Figaro a bien grandi. Il échappe à la bête grâce à ses talents d'imitateur. Tu nous avais caché ça, Jiminy. Et se retrouve dans la salle des poupées. Votre maman n'est pas là, chérie. Mais si je peux vous rendre service, je m'appelle Cricket. Jiminy Cricket. Mais vous pouvez m'appeler Jiminy. Hé, l'ami, quelle tristesse. Mais qu'est-ce qui se passe, vous aussi? Vous avez des soucis? Ce sont des objets. Ton expérience t'aveugle peut-être, mais en général, ces choses-là n'ont pas de conversation. Il décide de jouer un disque pour alléger l'atmosphère. Voici l'histoire de 3 ours. Le segment démarre donc au bout de 7 putains de minutes. C'était une sacrée intro. Et on découvre notre héros nommé Bongo. Ils hésitaient entre ça et Tom Tom, qui est une star de cirque de bien des talents. Judoka invincible et lutteur imbattable, un jour il terrassa un bœuf dans son étable. Il soulevait des poids 10 fois plus lourds que lui. Est-ce qu'il a été créé avec les super nanas? Le début est très bon. On présente dans une mise en scène efficace le fait que Bongo est reclus dans son rôle de star et n'est qu'un prisonnier en dehors de ça. La monotonie de la situation est très bien montrée avec une narration au poil. Peut-être pensez-vous qu'après de tels exploits, il faisait l'objet des soins les plus délicats. Choyé comme un enfant, honoré comme un roi. Il rêve évidemment de liberté au point de vouloir s'enfuir et c'est pas comme ça que tu vas y arriver, mec. Essaye de faire passer le tout à travers les deux mêmes barreaux, ça marcherait mieux. D'ailleurs, honnêtement, en rentrant le ventre, il pourrait facile passer au travers là. Mais heureusement, une porte de la cage a été mal fermée. C'est une chance. Il peut donc sauter du train en marche et se ruer vers la nature qu'il désirait tant. Enfin, il était libre. 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 Croyez-moi, vous préféreriez. C'était si bon de n'avoir rien d'autre à faire que de courir et de sauter. T'es un ours de cirque. On a ensuite une grosse séquence de 10 minutes où il s'essaie à la vie sauvage. Un peu de grimpette pour les gambettes. À nouveau, ours de cirque. C'est impossible que tu saches faire toutes ces choses complexes en te vautrant pour ces trucs de base. C'est comme si moi je savais cuisiner du riz de veau mais pas faire cuire des pâtes. Donc il se plante, on se fiche de sa gueule, il le prend bien. Oui, c'est pas un violent ce gars. On montre rapidement que les arbres sont vivants, ce qui n'importe rien.
Je veux dire, ça les dérange pas une seconde de se faire malmener durant tout le film. Ils galèrent pour dormir parce que les insectes font trop de bruit. Le diable de Tasmanie passe en coup de vent. Et Zeus en a soudainement après lui pour rien. Tonnerre de Dieu! C'est qu'il les enchaîne, les guignes. Par conséquent, il passe une mauvaise nuit et manque de se tuer à son réveil. C'est même plus Zeus qui est contre lui, c'est tous les dieux de chaque mythologie existante. Et pour terminer, il galère pour pêcher sa pitance. Pourquoi donc personne ne cite ce film dans l'ambitieux catalogue d'animation Disney? Et tout ça dure 10 grosses minutes. 10 minutes qui auraient pu être résumées en une tant le propos est basique et tant ça n'appuie rien dans l'histoire globale. L'histoire qui avance enfin quand Bongo tombe sur la future élue de son cœur. Bongo pense ça, c'est trop beau pour être vrai. Et elle est à poil en plus. Ainsi donc, le printemps est dans l'air, tandis que la dulcinée joue à cache-cache. De deux choses l'une. Un, comment est-ce que t'as pu la louper, mec? Deux, on est d'accord qu'elle a le museau en plein sur ses fesses, là. Est-ce que les ours apprennent à se connaître de la même façon que les chiens? C'est donc la mûre qui brille dans la forêt alors que deux anges tigrous viennent accompagner l'ambiance. Film de l'époque oblige, on part sur un petit moment trip. Comme il est doux d'aimer. C'était dans leur cahier des charges durant ces années-là. Avant d'avoir dit ouf, vous marchez sur des nuages. Mais après ça survient l'ours Brutus Clichos qui ne voit pas cette relation d'un bon œil car il en pince pour la donzelle. Est-ce que c'est de la pédophilie ou bien il existe des ours nains? Et sinon, ouais, ça fait 20 minutes que ça a commencé et c'est que maintenant que vous nous servez cette histoire de 3 ours que vous nous aviez promise au début. Notre frêle héros se fait donc malmener mais sa belle vient s'interposer. C'est moi qui l'ai vu la première, c'est moi qui lui défonce la gueule! Non, en fait, tout ceci n'est qu'un énorme quiproquo, et Dieu sait que j'adore quand les romances font ça! Décontenancé par ceci, Bongo part, le cœur brisé, pour saisir quelques minutes plus tard via une chanson tombant à pic que... Un ours dit je t'aime avec une claque. Après, heureusement que Dingo l'interpelle pour assister à ça! Et ça a l'air de rien pour vous parce que je vous le résume, mais le fait qu'ils mettent des plombes à faire le lien est assez horripilant. Ils foncent alors rectifier les choses. Si quelqu'un doit être abusif dans cette relation, c'est moi! Mais Brutus Clichos s'en mêle et Bongo montre enfin ses talents de lutteur imbattable. C'est plutôt sympa en termes de combat de cartoon, je reconnais. Après une confrontation assez intense, le méchant choix et les amoureux peuvent enfin se coller leur torgnole bien méritée. Je t'aime, Loulou Belle. Moi aussi, je t'aime, Bongo. Et voilà comment les parents de Koda se sont rencontrés. Je suis sûr que quelqu'un a déjà pondu cette théorie quelque part. Je reconnais que ce segment a des chansons sympas et quelques passages bien foutus, mais ça s'étend beaucoup trop pour ce que c'est. Ça aurait pu donner un très bon cartoon d'un quart d'heure, mais il a fallu étirer ça pour rien. De ce fait, la narration en est fortement alourdie et ça finit par en devenir très oubliable. Enfin bref, le disque est fini et les poupées prennent une posture plus joyeuse. Wow, on se calme sur la zoophilie, s'il vous plaît. Jiminy tombe ensuite sur une invitation à une fête chez les voisins et décide de taper l'incruste. C'est un vrai pique-assiette, ce mec, en fait. Et tout d'un coup, on vit dans un monde en prise de vue réelle, maintenant. Ouais! Je ne peux pas vous contredire.
Ok, ces machins sont affreux. On a donc une soirée entre une petite fille, un marionnettiste célèbre de l'époque, et ses progénitures de l'enfer, Mac Gros Malin et Mac Débile. Oui, madame, oui, oui, oui. Pas dire bonne nuit. Comédie! Que fait-on maintenant? Avez-vous des suggestions? Je sais pas, c'est pas vous qui êtes censé être payé pour me divertir? Feignasse. Si vous veniez à la décharge municipale pour me voir chasser le rat. Ah, ça, pas question. Vous devriez garder ça en option, c'est peut-être mieux que ce que vous aurez, hein? Non? Et si je vous racontais une histoire? Moi je suis d'accord. Tandis que Jiminy restera dans son coin, à rien foutre. Oui, je vous préviens tout de suite, il sert plus à rien à partir de maintenant. Il était une fois un endroit qui s'appelait la Vallée Enchantée. Et on l'avait baptisé comme ça, parce que tous ceux qui y vivaient étaient heureux. Jusque-là, c'est d'une logique implacable. Hé, me pique pas mon job! Oui, je vois la vallée, monsieur Bergen. C'est magnifique. Oui, la drogue commence à faire effet! Vous voyez le petit ruisseau qui bouillonne dans la vallée? Oui, oui. La route qui serpente au milieu des arbres majestueux. Oui. Heureusement que t'es là, toi! Et au sommet de la colline surplombait la vallée, étincelant comme un joyau. Ma maison rouge. Non, quelque chose de bien plus beau, un majestueux château. Est-ce que vous êtes tous en train de partager la même vision que moi? C'est parce que nous sommes en train de violer ton esprit, mon enfant! Pour commencer... C'est si horrible. La vallée enchantée l'est, non pas grâce aux bonnes décisions de ses dirigeants, mais grâce à une harpe magique qui attire le bonheur. Ouais, c'est aussi simple que ça. Harpe qui a dû être à l'origine d'un tout nouveau fétiche à la sortie du film. Mais un jour, une ombre mystérieuse est venue dérober cette harpe, qui vivait chez qui en fait? C'est pas précisé. Et le malheur s'est alors abattu sur ces terres. Tout n'était que misère, tristesse et désespoir. Comme l'entrée en 6e. Comment imaginer que ce lieu avait pu être la Vallée Enchantée? Là, c'est plutôt la vallée des enchantés. Les jours passèrent, les semaines passèrent. Père et passe. À quand le one-man show, mon pote? Qu'était-il arrivé à tous ces gens? Ils sont morts, petite, et plus jamais le bonheur ne survint dans cette contrée. Fin. Et dors bien ce soir. On va suivre une Famille autrefois nantie et très fière. composée d'une souris, d'un canard et d'un chien. Une famille pas particulièrement liée par le sang, semble-t-il. Notre trio est donc en pleine disette, ce qui convie Donald à être flippant comme il ne l'a jamais été. Regardez-moi ça, il ferait peur aux arbres de la forêt de Blanche-Neige. Après, ça reste un cran au-dessous par rapport à ces trucs. Affamé, il veut abattre leur vache, mais ses amis l'empêchent de commettre l'irréparable, ce qui amène un débat vegan au sein de nos compteurs. Je crois qu'il n'y a qu'une solution. Tuer la vache. Non, Charlie. C'est pas très Charlie, Charlie. La vache était sa meilleure amie. Quand ça? Il leur faut de la viande. Non. Si vous voulez tuer la vache, moi je n'écoute pas la fin de l'histoire. Voilà. Raison de plus pour le faire? Mais n'en saura rien. S'il s'approche d'elle, il lui saute dessus par surprise. C'est méchant. Il suffit de l'étrangler pendant qu'elle est endormie. Et on la pousse du haut de la falaise. Ou alors on pourrait l'écarteler, ou la pendre, ou l'éviscérer en sortant lentement ses boyaux un à un. Bonne nuit les petits. Pourquoi elle vendrait pas la vache? C'est ce qu'ils ont fait, Luana. Comme ça, ce ne seront pas eux qui la tueront. C'est un parfait compromis. Et pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? On aurait pu gagner du temps. J'en gagnerai encore beaucoup plus en ne racontant rien du tout. Ah, l'idée en soi ne me déplairait pas, tu vois. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Mickey est donc parti vendre la vache, tandis que ses deux acolytes ont la folie des grandeurs. Ok, de 1, il va vendre une vache, pas un coffret de diamants. De 2, dingo, mec. Un peu de respect. Mais Mickey revient avec juste 3 petits haricots. J'ai vendu la vache contre des haricots magiques. Oui, parce qu'on vous la montrera pas, la transaction. C'est genre l'un des plus gros moments pivots de l'histoire, mais on va le passer hors champ. C'est plus important de montrer Monsieur Guestar et ses 2 poupées qui ont failli être prises pour le casting de Chucky.
C'est relativement calme comme réaction en comparaison à plus tôt. À ce stade, je l'aurais imaginé en train de vouloir se faire une cuisse de souris géante. Mais non, il dormait paisiblement après ça, alors que, oh là là, les haricots sont bel et bien magiques. Ça a été amené de façon tellement satisfaisante. Ça doit être mon moment préféré du segment parce que c'est le seul qui prend le temps de se poser. On voit les racines s'élever petit à petit dans les airs avec la maison, tandis que nos héros ont le sommeil super lourd et c'est visuellement plutôt efficace à observer. Par contre, juste après, on montre à peine leur réaction face à cette découverte et ils se mettent direct en mode exploration. Ah, la narration qui respire, c'est tellement surfait. Qu'est-ce qui les attirait donc vers ce lieu mystérieux? La faim? Le désespoir? L'amour de l'aventure? Quelle expérience fantastique! Peut-être qu'aucun mortel... Ta gueule! Merde, tu commences à devenir aussi chiant que le connard dans Pierre le Loup! Est-ce que vous pourriez nous laisser profiter de l'histoire sans faire un commentaire toutes les 10 secondes? Des libellules? Pas belle et complètement nulle. Ça doit être parlé, ça! Bon, j'en ai marre de perdre du temps là-dessus. Dites-vous juste qu'ils la fermeront pas de tout le segment. Et vous n'aurez plus à subir ça, bande de petits vénards. Après une petite balade rapide, ils arrivent au château du coin et se jettent sur la nourriture géante sans se poser de questions. Vous avez le chic pour vous centrer sur l'essentiel. Ils finissent par se faire entendre. Qui est là? Qui est là? C'est l'or. Ouais, ils savent déjà qui elle est et ont un lien avec elle, alors que c'est la première fois que le spectateur les voit ensemble. Développer les relations entre personnages? Mais pourquoi faire? Que faites-vous là? J'ai été enlevée par un méchant géant. Oh, hein, un géant? Un géant? Un géant? Un géant? Mais pourquoi le géant est venu voler la harpe? Parce qu'il était cruel et égoïste et se moquait de l'avenir de la vallée. C'est juste un sale connard, cherche pas plus loin. On vise un public de tournage, donc on va pas faire compliqué. Le géant qui apparaît enfin à 12 minutes de la fin et qui est un gros benet. Fifi? Je connais aucune Fifi. Mon type de méchant préféré. On voit aussi qu'il peut se transformer en tout et n'importe quoi via une formule magique, ce qui explique comment il a capturé la harpe au départ, et ce sera à peine exploité. Sincèrement, on a juste un moment où Mickey essaye de l'avoir par la ruse avec ça, Tu peux te transformer en mouche? En mouche? mais ça ne marchera pas, et après cette parenthèse inutile, il ne se transformera plus. Vous avez un super concept qui peut promettre pas mal de créativité dans le conflit, et vous ne l'exploitez pas. C'est frustrant. Cela étant, le suspense mis en place lorsqu'ils doivent lui échapper avec l'aide de la harpe pour le distraire est pas trop mal. Mais les personnages, leurs liens et leurs motivations sont si peu étoffés qu'il est difficile d'avoir grandement peur pour eux, vu qu'on s'y attache moyennement. Quoi qu'il en soit donc, après pas mal de moments de tension plutôt réussis, Mickey semble se faire repérer. Attends un peu de Dieu. Coucou. Un cauchemar. Est-ce qu'il s'est téléporté jusqu'à la corde? Parce qu'on reste sur ce même plan durant tout ce passage. Ça ne veut rien dire. Nos héros finissent par fuir avec la harpe pour chasser par le géant en colère, arrivent à la sortie avant lui alors qu'il les talonne, et ils descendent les racines bien plus vite malgré la différence de taille, avant d'avoir le temps de les couper. Nique la logique. Le géant tombe de haut, et si vous voulez voir un épilogue après ça, allez vous faire mettre, parce qu'on repasse à l'ancêtre de Jeff Panaclock qui nous dit que tout finit par s'arranger pour tout le monde. Pas la peine de nous le montrer, merci. Qu'y a-t-il, Mortimer? Ah, le pauvre géant est mort. Oh, c'est trop triste, hein. Oh. Ah oui, ce pauvre géant qui a mis tout le pays dans la misère juste pour le plaisir d'être un sale con. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Mais point d'inquiétude, il a survécu et pas se faire un petit coucou. Ouais, l'imaginaire
l'imagination se mélange à la réalité. Peut-être que la fusion siamoise entre Tifa et Lara Croft que je me suis imaginé finira par me rendre visite un jour, alors... J'ai dit ça tout haut, moi? Non, J'en ai trop pris, gros! Monsieur Bergen! Dites, vous savez où je peux trouver Ebenezer Scrooge? Ce segment a le problème inverse du précédent, dans le sens où on ne prend pas assez de temps pour étoffer l'histoire. Jacques et le haricot magique est un conte très judicieux à adapter à la sauce Disney, et plutôt que de se pencher sur le développement des personnages ou de l'univers, on en fait surtout un gros cartoon basique, où les enjeux n'ont pas l'impact qu'ils devraient et où ça n'exploite pas à fond la base de laquelle ça part. Ça aurait pu donner un bon petit film complet tiré d'un conte au même rang que Cendrillon ou Blanche-Neige, mais ça n'avait pas les ambitions pour. Cela dit, ça aurait quand même été acceptable s'il n'y avait pas la narration supplémentaire. Notre petit groupe d'invités nous gratifie sans cesse de leurs interventions intrusives qui plombent totalement l'immersion et qui rendent le visionnage globalement pénible au bout du compte. Un autre film Disney des années 40 que le public aura oublié pour des raisons compréhensibles. En moyenne, c'est passable. Je recommande tout de même de découvrir les chansons sympathiques qui parsèment cette œuvre et qui méritent un peu à être connues. En dehors de ça, si vous ne connaissiez pas Coquin de printemps, vous n'avez pas loupé grand chose. Il ne nous reste plus qu'un film à traiter dans cette période, et est-ce qu'il s'en sort mieux? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Bonjour le printemps, il y a du soleil dans le bleu du ciel, quel enchantement. Vole, vole, envole-toi, mon cœur d'hirondelle. Bonjour, je suis Mayolek, je suis Disneyphile. Le printemps, tout ça fin. Tout ça fin. Et ça commence bien.